Alors, ça nous fait bien plaisir d'être là toutes les deux pour animer le bien cuit de Michel que son équipe a organisé. Oh là là! Moi, j'ai emmené mon diplôme parce que j'ai pas de diplôme universitaire, rien, mais je vous présente mon diplôme. C'est que je suis remplie d'espoir. Et je suis remplie d'espoir grâce à votre présence, grâce à toute la confiance que j'ai envers tous les professionnels qui tournent autour du proche aidant, puis qui tournent aussi auprès de notre personne bien-aimée qu'on accompagne. Fait que maintenant, vous l'avez vu, retenez que c'est important. Nicole qui disait qu'il signait ses 30 ans de service, en fait, en troubles concomitants. Donc, plus d'expérience que moi encore. Ben, je fêterai 30 ans dans 1 an et demi environ. Donc, on n'est pas loin. Alors, pour nous, dans la présentation, vous allez entendre parler plus de membres de l'entourage pour les gens qui sont autour. Proche pour nous, c'est dans nos équipes de recherche, nos travaux, c'est plus la personne qui présente la double problématique. Puis peut-être que vous allez voir troubles psychotiques et d'utilisation de substances, parce qu'on a beaucoup de travaux qui tournent autour de tout ça. Et on est bien chanceuse d'être là toutes les deux, mais on a vraiment une grande équipe avec nous que je présente à l'écran. Donc, on a plein d'étudiants qui travaillent avec nous, membres de l'entourage, troubles concomitants, puis on en a qui sont ici aussi dans la salle. Donc, on est juste des représentantes, on va le dire comme ça, voilà. Notre présentation, on l'a tournée autour du processus de rétablissement des membres de l'entourage, parce que oui, on parle souvent du rétablissement des personnes qui présentent la problématique, mais il y en existe un aussi pour les membres de l'entourage. Il y a plusieurs éléments conceptuels autour de ça. Et on s'est intéressé à vous parler un peu des besoins des membres de l'entourage au travers de ce processus-là. Puis on voulait aussi vous parler un peu de la suite de nos projets, puis des questions qu'on entend beaucoup en membres de l'entourage troubles concomitants. Fait qu'on s'est donné un peu cette permission-là. Alors, si on regarde, grosso modo, être un membre de l'entourage, et puis je reprends ce que notre collègue disait juste avant nous, c'est accompagné souvent en troubles concomitants sur des nombreuses années. Tu sais, je disais que Nicole est à presque 30 ans, mais il y en a plein de participants dans nos projets de recherche qui sont aussi dans ce nombre d'années-là. Donc, souvent, ça perdure. C'est souvent aussi répondre à beaucoup de demandes. Alors, je ne sais pas si vous saviez que Nicole, c'est une vedette qui a fait les trucs d'entourage. Oui, hein, c'est ça. Donc, vous voyez comment le quotidien, là, si vous allez voir sur la télé les reportages, c'est beaucoup de demandes. C'est souvent beaucoup d'investissements d'heures par semaine. Tu sais, on parlait là d'une heure et plus par semaine. Dans nos projets de recherche, on a la moitié de nos participants à peu près qui sont en bas de 5 heures, l'autre moitié en haut de 5 heures par semaine. Donc, c'est énorme quand même comme investissement. Puis, devenir un membre de l'entourage en troubles concomitants, c'est devenir un spécialiste de plusieurs domaines. Donc, ça reprend ce que Michel disait. Souvent, il y a beaucoup de complexité. Puis souvent, ça amène une limite de temps pour soi, en fait, parce que, tu sais, à un moment donné, les heures ne s'accumulent pas. C'est le fun, le collier de Hermione Granger, le retourneur de temps, mais on n'en a pas tous, là, tu sais, malheureusement. C'est Harry Potter, c'est une référence de mon époque. Ça apporte souvent un sentiment d'isolement, de se retrouver tout seul pour toutes sortes de raisons. On va en parler dans notre présentation. Souvent, la santé, puis là, j'étais vraiment le fun de l'entendre tantôt, notre propre santé, hein, comme personne, comme membre de l'entourage, a été impactée, autant physique que psychologique aussi. Mais en même temps, c'est un rôle qu'on apprécie. Ça valorise d'accompagner quelqu'un qu'on aime à quelque part. C'est utile, ça amène plein d'échanges mutuels, puis ça amène des relations qui sont plus particulières. Puis Nicole pourra en témoigner aussi. Puis ça peut influencer positivement le rétablissement. Le temps qu'on donne en troubles concomitants, ça a une influence. Puis souvent, les membres de l'entourage le voient. Puis ça permet de développer toutes sortes de connaissances, d'habiletés, puis de résilience pour son propre parcours comme personne aussi. Fait qu'il n'y a pas juste du négatif dans tout ça, voilà. Et puis, on a plusieurs projets de recherche de notre côté. On s'intéresse aux besoins des membres de l'entourage, on s'intéresse à la prévalence de leurs besoins, on s'intéresse aussi aux troubles de personnalité, troubles psychotiques de notre côté, la stigmatisation aussi. Puis, on vient vous parler peut-être de 3 projets de recherche un petit peu plus précis. Le relevé de besoins qu'on a fait, troubles psychotiques, troubles d'utilisation de substances, du programme qu'on a co-construit, qu'on est en train d'évaluer un peu partout au Québec, et puis l'implantation de services. Voilà. Et puis, si ça vous intéresse de lire un peu plus, on vous a mis les codes QR sur des articles sur les besoins, sur un livre en ligne qu'on a un chapitre sur les besoins des membres de l'entourage qui est gratuit. Donc, il n'y a pas besoin de l'acheter, il faut juste télécharger. Et puis, on vous donne des résultats un peu. Puis là, c'est la partie métaux, recherche que je suis toute seule à aimer d'habitude dans une grande salle. Mais on a
fait des grands questionnaires auprès des membres de l'entourage en troubles concomitants, puis on a pris entre 45 minutes et 2 heures avec chacun d'eux pour voir de quoi ils ont besoin, quand est-ce qu'ils ont besoin de quoi, et puis, ben, on vous présente un peu, grosso modo, ces grands résultats-là. Fait que si on parle de processus de rétablissement, au Grady Skinner sont des chercheurs ontariens qui ont développé, il y en a plusieurs modèles, mais un de ceux-là qui est assez intéressant, qui parle qu'il y a 3 grandes étapes. C'est la première, voyager dans la maladie, donc comment qu'on reçoit tout ça, dire que finalement le proche que j'accompagne a un trouble concomitant. Puis s'installe le voyage à travers la maladie, que ça dure plus longtemps que peut-être qu'on le pensait et que ça vient toutes sortes d'enjeux. Et éventuellement, on arrive peut-être comme membre de l'entourage à passer outre ça puis à retrouver peut-être un petit peu d'équilibre dans ce voyage-là. Donc, on vous accompagne au travers de cette histoire-là. Donc, si je regarde quand on reçoit le diagnostic de trouble concomitant, ça ressemble à quoi, Nicole? Ça ressemble à ce qu'on voit à la télé quand il parle du cancer, là, puis qu'on tombe derrière avec notre chaise. Là. On le voit pas venir, on s'inquiète, on sent que notre proche va moins bien, qu'il est plus anxieux, qu'il fonctionne moins bien. Moi, j'arrivais du travail, puis mon jeune, qui avait 16 ans à ce moment-là, il était couché, puis il était en larmes. Je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Au moment, je suis pas faite correct, j'ai quelque chose, mon sternum, regarde, il y a un creux. Ben, je dis, voyons, Marc, ça se peut pas, je vois rien de spécial. Je travaillais comme secrétaire médicale à une clinique. J'ai demandé à un médecin que je connaissais bien s'il voulait l'évaluer dans le cours de son urgence de garde. Il me dit, Madame Tauvette, j'ai rien trouvé de particulier, c'était tout beau, sa cage thoracique. Même pour le réconforter, j'ai demandé un rayon X, puis il dit, tout est beau. Je comprenais pas ce qui se passait. Il me parlait souvent qu'il y avait beaucoup d'ambulances dans Valleyfield. Moi, on vient de la région de Valleyfield. C'était le temps des régates. Alors, c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de circulation policière, des choses comme ça. J'essayais par tous les moyens de le rassurer, puis j'avais aucun pouvoir. Vraiment, là, j'étais comme, je savais pas ce qui se passait. Marc, il avait toujours été un jeune homme super en forme, sympathique. À l'école, tout se passait bien aussi. Je comprenais pas, vraiment pas. Puis, tu vois, j'avais 45 ans, j'étais au travail. On travaille fort, fort, fort. Hein. J'étais débordée d'ouvrages. J'avais beau... mon Dieu, j'étais désemparée, vraiment désemparée, jusqu'au jour où la première psychose s'est présentée. Ça a été vraiment comme la fin du monde, la fin du monde. Je lui avais proposé d'aller au chalet chez ma sœur, et puis ça lui ferait du bien d'aller en nature, à Morin Heights, puis tout ça. Il s'opposait. Non, maman, je reste ici. Il y a bien trop d'ambulances puis de policiers. Je reste. Oh! Vraiment, j'ai dit, on va emmener ta copine, ça va être super. J'ai dit, je vais te laisser le numéro de téléphone. Si tu changes d'idée, demain matin, appelle-moi, puis je vais venir te chercher. Alors, j'ai quitté la région pour aller dans les Laurentides, bien inquiète, hein, la tête ailleurs. Et à 7h30 le matin, le téléphone a sonné. C'était Marc. Maman, on parle de moi à télé. Hein? Je dis, voyons, Marc. Maman, je te le dis. Je dis, Marc, change de poste. Mon fils a 47 ans. Quand il avait 18 ans, c'était le Musimax, c'est des choses comme ça. En tout cas, avec des fantômes, puis toutes sortes d'images. J'ai dit, Marc, ma soeur Radio-Canada, là, ça va être bien mieux, hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Ben, maman, j'ai rien fait de spécial. Il était tout apeuré. Là, il a changé de poste. C'était notre amie Sœur Angèle qui faisait une recette. Et puis, il dit, gars, maman, elle rit de moi, elle a vu qu'elle rit de moi. J'ai dit, Marc, voyons, change de poste. Puis là, ben, il a tombé sur des bandes dessinées, là, des petits bonhommes, là, des clips. Il dit, gars, maman, le petit canard noir, c'est moi. Oh, je savais pas quoi faire. Il dit, maman, j'ai peur. J'ai dit, t'es où, là, Marc? Il dit, je suis en arrière du divan, là. Puis il dit, oh, mon Dieu. J'ai dit, écoute, bouge pas, je m'en viens. Alors, la route s'est faite rapidement. Je me rappelle pas avoir pris le traversier, et pourtant, je l'ai pris pour sauver du temps. Et quand je suis arrivée à la maison, ben, c'était pas mieux. Ce qui m'attendait, c'était une première psychose. Chose que je connaissais pas. Moi, la psychose, là, j'avais vu ça dans les films, Alfred Hitchcock, là, je sais pas. Je vous dis, j'ai 74 ans. Alors, peut-être c'est toute une autre époque. Alors, ça a été le début, le choc, méchant choc, hein.
Je compléterais, il y a aussi une idée souvent de se dire c'est les substances. S'ils arrêtent de consommer, ben finalement, ça va peut-être tout régler tout ça, en fait, puis de se rendre compte que c'est pas juste dans cette étape-là, ça ne sera pas juste la conso. S'ils arrêtent le cannabis ou les méthamphétamines, il reste quelque chose. Ou aussi l'idée à cette époque-là que si on met une bonne médication, où je me déplace, désolée, une bonne médication, ça va se régler un peu comme un bras cassé. Tu sais, on est habitué, les humains, ça dure 6-12 semaines, on se mobilise, puis on passe à autre chose. Mais là, malheureusement, c'est plus compliqué, ça va perdurer. Puis c'est pas des troubles, habituellement, des troubles concomitants que tout le monde connaît. Tu sais, on connaît les oreillons, on connaît un bras cassé. Santé mentale, dépendance, c'est pas dans notre littératie normale en tant que telle. Et donc, les membres de l'entourage vont souvent nous dire ça, manque d'infos, d'aide et tout. Dans nos projets de recherche, que les gens vont nous dire souvent, c'est ben je pense que ça va passer. C'est peut-être de l'adolescence normale, c'est peut-être du stress normal de jeune adulte. Puis c'est quoi être normal puis pas normal, tu sais, dans notre consommation à cet âge-là? Puis souvent, ils vont nous dire on a besoin de connaissances pour les deux troubles. Puis souvent, des fois, quand ils vont en recevoir, ce qui est rare, en fait, comme tu mentionnais, Nicole, c'est aussi d'être accessible, parce que peut-être que dans ma tête, je suis en train de négocier que, oh non, non, c'est juste du mauvais cannabis, tu sais. Donc, peut-être d'offrir souvent de l'information, puis sur les deux troubles, ça va vraiment souvent aider. Ils vont nous mentionner, les membres de l'entourage, aussi avoir besoin d'habileté pour intervenir en cas de crise, justement, pour les psychoses. On fait quoi? Tu sais, je peux bien y dire que la sœur Angèle, il parle pas, mais il m'écoute pas. C'est qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'est-ce qu'on fait? Ou c'est aussi que je peux cogner parce que souvent, l'urgence, ça dure pas longtemps. Le centre de crise, ils ne prennent pas parce qu'ils consomment. L'autre place, ils ne prennent pas parce qu'il y a tel trouble mental. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce quoi-là? Puis, en implantation, ce qu'on se rend compte pour organiser les services quand on est dans ce stade-là du rétablissement, souvent, les membres de l'entourage vont nous dire qu'ils sont peu inclus. Comme de quoi, quand ils sont adolescents, souvent, il y a beaucoup d'autonomie, puis on les inclut, puis plus ou moins. Mais dès qu'ils ont plus de 18 ans, tout ce qui est de l'ordre de papa, maman qui accompagne, même si papa, maman paye tous les frais de scolarité, aide à faire les devoirs, fait les lire, donne de l'argent de poche, quand on est rendu en santé, c'est comme s'il n'y avait pas leur rôle puis leur place, puis ils n'étaient pas inclus. Les membres d'entourage vont me dire, comme Nicole, j'ai 45 ans, je travaille fort, c'est comme le moment clé, un peu nos périodes du travail, puis ben, on a des jeunes adultes à la maison, c'est pas rare en troubles concomitants ou à la fin de l'adolescence, fait qu'ils deviennent plus autonomes, puis nous aussi, on devient plus autonomes dans notre carrière, puis on s'engage dans nos choses, et là, oups, ça l'arrive. Donc, d'avoir le temps puis la disponibilité pour des services qui souvent sont de semaines, de jours, ben ça devient un peu compliqué de gérer tout ça. Puis souvent, ils vont nous dire, bon, on ne sait pas ce que sont les services. Donc, où est-ce qu'on appelle, comment? Sur Internet, je trouve pas grand-chose, ou ce que je trouve, c'est plutôt épeurant. Donc, malheureusement, qu'est-ce que je fais? Puis pour les gens qui étaient dans notre recherche, souvent, ils vont nous dire, les problèmes de conso ont commencé avant. C'est souvent l'adolescence, on a vu des repères de la complexité, puis on n'a comme pas vraiment été accompagné. Donc, comment qu'on peut s'assurer de recevoir du soutien? Par exemple, on vous a mis des verbatims aussi. Monique, une sœur qui est une participante, vous comprendrez qu'on n'a pas mis les bons prénoms. Elle disait, ben moi, je paierais pour avoir une formation, ces troubles concomitants. Y a-t-il moyen de payer puis qu'on me dise quoi faire puis comment répondre aux services parce que somme toute, j'en trouve pas. Et notre dernière en bas qui nous disait, ben son fils était nouvellement en situation d'itinérance. Elle dit, mais moi, je fais quoi? Je connais pas ça. Il va finir où? La rue, la prostitution. Je le vois dans ses yeux, sa détresse. Puis, ben moi, je suis super protectrice puis je veux l'aider, mais comment qu'on fait? Il peut pas vraiment apprendre quelque chose avec autant de détresse dans cette histoire-là. Notre deuxième grande étape, c'est que là, on se rend compte que ça va être plus compliqué, puis on est rendu dans la maladie. Je te laisse le micro. Nicole, qu'est-ce qui arrive? Absolument. On réalise que c'était pas juste temporaire, hein, c'est quelque chose qui se poursuit, qui se prolonge. On est rempli d'inquiétude, d'anxiété. Excusez pour l'écho, on s'inquiète de la suite. Moi, mon fils a dit qu'il serait heureux s'il serait squeegee à Montréal. Puis il me ramenait toujours ça. Il voulait pas reprendre son secondaire 5 pour le terminer. Il disait qu'il irait aux adultes. Alors, j'ai finalement, j'ai pris ma voiture puis je suis allée le conduire à Angrignon. Puis je lui ai dit, ben écoute, Marc, si c'est vraiment ça ton choix, je suis vraiment impuissante. Il avait reçu de la médication à son congé d'hôpital. Ça avait duré une semaine. Mais par la suite, les effets, c'était le Haldol à cette époque-là. Et les effets secondaires
c'était pas mal évidente, c'était envahissant dans son visage, tout ça. Je disais, mon Dieu, Marc, c'est drôle, ton visage, il change. Maman, il dit, c'est toujours comme ça. Mes amis, ils disent, prends-les plus, tes pilules, t'es plate. Fait que j'ai dit, ben écoute, je trouvais qu'il s'était assez bien rétabli. Fait que j'ai dit, ben arrête-le, on va voir ce qui va se passer. Hélas, hein, on a précipité sans le savoir de par notre manque d'informations puis de connaissances, ben, une seconde psychose. Et par la suite, je me suis aperçue que la maladie mentale ferait partie toute sa vie, puis de la mienne aussi, comme proche aidant. J'avais à cœur de le supporter dans ça. Alors, ça a été vraiment un voyage là qui tournait au vinaigre pas mal. C'était vraiment pas toujours simple, pas toujours facile. Il a fallu... je le voyais à Montréal, je le voyais à la télévision, dans les émissions d'été, à Julie Schneider. Je le voyais derrière. Il m'appelait de temps à autre. Il semblait bien, mais son discours était pas mal décousu. J'étais remplie d'inquiétude. Je pourrais vous tenir jusqu'à minuit à vous raconter ça. Mais je pense qu'il faut retenir que plus on s'informe, mieux on se sent, plus on est compétent, puis plus on fait appel à des professionnels. Oui, puis tu disais bien, Nicole, que les services sont ouverts jusqu'à 4 heures l'après-midi, tu sais, pour les membres de l'entourage. Ici à 4h30. Alors, le temps que j'embarque dans ma voiture, puis je me rendais à l'organisme communautaire, c'était fermé. J'ai écrit à mon agenda, à mes vacances, d'aller faire un tour. Ça va être le bon temps. Je suis arrivée le lundi matin de mes vacances. Ben, pas chanceuse, ils étaient en vacances, eux autres aussi. Oh là 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 là, on s'en sort pas, hein. Ça m'a pris 4 ans avant d'entrer en communication avec l'organisme communautaire. Dans le temps, on n'avait pas tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Puis t'as pas le temps de t'informer, tu travailles fort. J'avais un nouveau conjoint. Oh là 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 là, c'était vraiment là très, très demandant, très exigeant. Puis ça occupait mes jours, mes nuits, hein, j'y pensais régulièrement. L'anxiété, il me semble que ça faisait pas trop partie de mon vocabulaire, mais je commençais à être plus inquiète. Hein. Il se présentait à mon bureau. Il était un peu déguisé, c'était à la mode punk. Hein. Alors, il redressait le toupette, là, puis il ajoutait des pics sur ses épaules, tout ça. Puis quand il entrait dans la clinique, mes patients commençaient à trembler des cuisses un peu. Là, il était fait que là, vite, s'il me demandait 5 piastres, c'est sûr j'y donnais. Hein, parce que, oh my God, j'avais hâte qu'il s'éloigne de tout ça. Hein. C'est vraiment là, désemparé, vraiment désemparé. Il était temps que je rejoigne des gens pour m'aider, pour m'accompagner dans tout ça, pour mieux comprendre, puis pour mieux soutenir, dans le fond. Oui, donc, Nicole, elle exprime bien ce qui arrive, c'est que on est fait les humains pour se mobiliser sur quelques semaines, hein, mettre des choses de côté, aider différentes personnes, mais quand on voit que ça perdure dans le temps, bien souvent la fatigue d'accompagner va venir. Puis il y a tout un conflit intérieur de savoir quel nouvel équilibre que je vais faire. Est-ce que je m'implique? Est-ce que je m'implique pas? Est-ce que c'est mieux que je m'implique? Est-ce que c'est mieux que je m'implique pas? Donc, de trouver sa place aussi devient un petit peu compliqué. De notre côté, dans nos travaux de recherche, les gens nous ont dit ça demande vraiment plus qu'un accompagnement normal, tu sais. Donc, quel rôle les membres de l'entourage peuvent vraiment faire? Puis souvent, ils vont nous parler là à ce moment-là de recherche d'aide, mais plus dans un rôle d'accompagnateur. Donc, c'est quoi les outils que je peux aller chercher puis les connaissances pratiques pour l'aider, pour l'appuyer, pour diminuer son isolement à lui, mais le mien aussi. Puis là, ils vont nous parler beaucoup d'essais-erreurs, qu'ils vont essayer, puis ça marchera pas, puis ils vont réessayer, puis ça marchera pas. Puis de là va venir une certaine expérience, mais qu'il y a beaucoup d'échecs aussi dans les essais-erreurs. Puis éventuellement, ils vont nous dire qu'il faut qu'on augmente notre espoir parce qu'à force d'être dans les crises et d'être dans la tempête, comment qu'on fait pour garder le cap puis s'assurer que cette direction-là est une bonne direction, que ça va finir par s'apaiser. Et puis, ben, il vient un petit peu une urgence de prendre soin de soi, puis pas. Parce qu'ils savent qu'il faut, mais il y a toujours une autre priorité qui est leur rôle d'accompagnateur, en fait, dans tout ça. Et puis, ben, comment arriver à communiquer? Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont essayer de contrôler, qu'ils vont essayer de rappeler les impacts négatifs, qu'ils vont essayer de faire peur à l'autre personne pour qu'il change ses comportements ou qu'il accepte d'être traité. Et puis, ben, malheureusement, ça fonctionne pas beaucoup, puis ça met du vinaigre sur la relation, comme tu le mentionnais bien.
Si on regarde en termes d'implantation de services, qu'on se rend compte, c'est que les gens vont nous dire qu'il faut offrir souvent les services. Donc, les gens, peut-être que pour certaines, c'est quand il y a des crises qui vont dire oui, là, ça devient prioritaire, puis je vais mettre du temps. Pour d'autres personnes, c'est quand il n'y a plus de crise pour dire je suis enfin disponible pour pouvoir recevoir des services. Donc, d'avoir le réflexe de l'offrir souvent et d'avoir le réflexe de respecter les valeurs familiales. Parce que chaque famille n'est pas pareille. Il y a des familles tissées serrées pour qui c'est hyper important d'être là, d'être ensemble puis de se voir souvent. Puis il y a des familles qui sont moins tissées serrées pour qui, ben, on aide un petit peu à distance. Il y en a pour qui c'est hyper essentiel d'aider les gens qui vont moins bien. Puis il y a d'autres familles que l'autonomie, c'est super important, puis les choix individuels. Et là, les membres de l'entourage vont nous dire, offrez-nous des services, mais offrez-vous des services qui répondent aussi aux valeurs qu'on a chez nous, puis comment qu'on voit la famille puis l'entraide en tant que telle. Et puis qu'on utilise leur expérience, parce que même si c'est une grosse tempête et le bateau est sur le bord de chavirer par moment, reste qu'ils en ont vécu des crises, puis ils ont vécu souvent plusieurs années avec leurs proches, que ça allait assez bien, qu'ils connaissent, qu'ils savent un peu c'est quoi les leviers, donc de profiter de tout ça. Donc, il y a des membres de l'entourage qui nous disaient, ben moi, je nourris les chats errants, puis là, il vit dans la rue, puis il n'y a plus d'argent, puis il est en souffrance, puis moi, j'ai une soirée d'eau mort. Elle dit, comment qu'on rallie ça, tu sais, dans une vie? Comment je peux être dans l'équilibre, puis que ça se passe bien, finalement, tu sais? Puis il y a un papa qui disait, non, c'est une maman aussi, il me semble que notre souffrance est bien plus grosse que la souffrance des autres. Il me semble que ça se peut pas. Notre garçon, ça doit être le pire de la planète. Tu sais, à force d'être dans les crises, on perd espoir à quelque part. Puis il y a des gens qui vont dire, ben autour de nous, il y a des familles qui savent juste en gros. On pourrait dire qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais la souffrance que la famille proche peut vivre, ben nous, c'est notre quotidien, puis ça nous quitte pas. Puis on voit ça tous les jours. Puis il disait, ben on raconte quoi quand on va à un souper avec d'autres amis du soccer, que notre fils va pas bien, que ça se passe pas bien, mais il dit dans ce temps-là, on parle plus. On écoute, puis là, mon envie est un petit peu plus isolée en tant que tel. Ce qui nous mène à au-delà de la maladie. Au-delà de la maladie, hein. C'est comme une échelle, il faut monter les premières marches. On peut pas s'en aller tout de suite à la personne qui comprend bien puis qui sait comment accompagner, comment influencer aussi le comportement de notre proche. Alors, c'est pas à pas, doucement, pas avoir peur d'en parler. Moi, à force d'en parler, ben j'ai réalisé que j'étais pas seule pour commencer. C'est dur de savoir qu'on est seul qui vit des choses pas faciles. Mais quand il y en a d'autres, quand j'ai joint l'organisme communautaire, ben j'ai rencontré d'autres parents. Je suis allée à tout ce qui se faisait en santé mentale, les conférences. J'ai beaucoup appris au contact, puis au contact des proches, puis au contact des professionnels aussi. Je savais mieux comment interagir avec Marc. Puis, dans le fond, je voyais à travers sa maladie, Marc, c'est un être merveilleux, c'est un être humain, hein. Il n'est pas juste un toxicomane ou il n'est pas seulement un schizo-affectif. Hein, mon fils a maintenant ce diagnostic-là. Mais c'est l'homme, Marc est très généreux, il a un pouvoir guérisseur. Quand on est ensemble, on est super bien. Maintenant, je sais vraiment comment lui faire part de ce que moi j'ai besoin puis de ce que lui a besoin. Vraiment, on est une équipe. Je pense que je me suis appuyée sur ça en lui disant qu'il fallait grossir notre équipe à juste 2 pour jouer à des jeux. C'est pas bien le fun, mais si on est plusieurs, si on a un professionnel qui est le psychiatre, l'infirmière, hein, veut pas une travailleuse sociale, wow, là, on va faire des belles parties. C'est doucement ça, après 26, 27, 28 années de un peu de galère, que maintenant on goûte. Puis à travers ça, Karine, je dis à Marc, à travers sa maladie, ça nous a fait vivre quelque chose de super merveilleux. Mon fils a eu 2 enfants avec une même dame. Et ces 2 enfants-là, en 2005, ils ont été en banque mixte avec la DPJ et ils ont été adoptés. Alors en 2005, j'ai connu 2 naissances, l'enfant de ma fille puis mon fils, c'était pas des jumeaux, c'est 2 années plus tard. Puis une noyade, parce que pour ceux qui ont écouté le documentaire, mon fils a fait un choc vagal dans une piscine. Alors, on a vécu beaucoup de choses, puis 3 hospitalisations à lui. Alors, c'est pas simple, hein? Mais maintenant, ben, j'ai eu le bonheur, avant les fêtes, de vivre des retrouvailles avec l'aîné,
de mon fils qui nous a retrouvés. Puis, ben, doucement, il y a du bonheur à travers la maladie, hein. C'est comme escalader le mont Everest. Ça fait des belles photos, des beaux souvenirs, même si des fois on manque d'air, hein, puis on étouffe, mais si on sait bien s'accompagner, je pense que finalement, ben, c'est pas mal, c'est merveilleux. Puis je lui dis à mon fils, Marc, je te remercie, tu me fais vivre des belles choses, des grandes choses, tu m'humanises, hein. J'aurais pas été aussi bienveillante puis compatissante si je n'avais pas vécu cette aventure-là. Puis tant Karine vient reprendre le relais. C'est bon. Donc, si on continue, ce processus-là revient à recevoir du soutien, à avoir des connaissances qui guident l'action, prendre soin de soi, sa santé physique, émotionnelle, spirituelle, puis reprendre espoir. Donc, c'est de reprendre du pouvoir sur la situation. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que cette position-là du rétablissement, elle n'est pas nécessairement égale à celle du proche, en fait. Donc, on pourrait avoir un proche qui a un petit peu plus de crise et tout, mais que le membre de l'entourage trouve un espace où est-ce que lui, il a trouvé un moment où est-ce que l'équilibre, puis le sens de cette situation-là vient pour lui prendre une position un petit peu plus dans le rétablissement. Puis ce qu'on se rend compte souvent, c'est que c'est le moment où est-ce qu'ils vont plus être ouverts à recevoir des services pour eux comme clients. Donc souvent, c'est l'accompagnement qui les intéresse la première fois dans les demandes de services. Puis éventuellement, ils vont prendre soin un petit peu plus d'eux à titre de clients. Puis éventuellement, va s'installer le rôle de partenaire aussi un petit peu plus. Donc là aussi, c'est comment je peux essayer d'améliorer les choses. Est-ce que je peux m'impliquer à quelque part? Est-ce que je peux faire quelque chose qui dépasse peut-être un petit peu plus ce que je suis en train de vivre, puis redonner au suivant, un peu comme Nicole nous fait aujourd'hui en tant que telle. Dans nos résultats de recherche que les membres de l'entourage nous ont dit, c'est que souvent, on va trouver une distance qui est plus confortable rendue là. Puis la distance confortable, ce que ça veut dire, c'est que des fois, peut-être qu'on va avoir le goût d'être près du proche que j'accompagne. Puis d'autres fois, je vais vouloir être un petit peu plus loin. Puis c'est quelque chose qui est élastique en fonction de moi comme membre de l'entourage, que je suis prêt à donner, puis comment ça va, mais en fonction du proche que j'accompagne, comment qu'il va, puis comment ça se passe pour lui aussi. Donc des fois, la distance confortable, c'est peut-être de prendre un café, Tim Hortons, le dimanche après-midi, parce qu'il est en situation d'itinérance, ça va pas, puis c'est ça notre distance confortable. Puis peut-être que d'autres fois, je suis prêt à le prendre chez moi pour 6 mois, le temps qu'il trouve un appartement puis quelque chose, puis ça sera ça, cette distance confortable-là, parce que c'est ce que mutuellement, on est capable de faire. Puis des fois, on est plus proche quand ça va mal, mais des fois, peut-être qu'on va être plus proche quand ça va bien. Et puis pour chacun, ça va être une distance qui va être différente. Fait que c'est de trouver un peu ce chemin commun-là que les gens nous disent, de retrouver l'équilibre aussi, de moi j'ai le goût de quoi, pourquoi, l'autre il a le goût de recevoir quoi, pourquoi aussi, mieux comprendre, essayer avec différents services aussi. Des fois, ils vont avoir vécu, les membres de l'entourage, beaucoup d'allers-retours avec toutes sortes d'informations. Il y a un membre de l'entourage qui nous disait, moi, mon médecin de famille me dit qu'il arrêtait de me suivre si je coupais pas les ponts avec mon fils, parce que mes maladies de douleurs chroniques reviennent trop à cause de lui, puis il a décidé que c'est ça que j'avais besoin. Il dit, c'est super violent. Mon fils, il n'y a personne d'autre dans la vie à part nous. Je peux pas accepter une chose comme ça. S'impliquer aussi pour améliorer. Donc, les gens vont dire, je participe à la recherche, je suis proche aidant famille, je suis sur un CA de Lucius de par chez nous, je suis sur le CA de l'organisme où je fais telle affaire, ou au contraire, je m'implique auprès des personnes âgées, mais j'ai comme l'impression d'ordonner, puis ça fait du sens dans mon expérience. Donc, les gens nous disaient, oui, c'est très difficile pour mon fils, c'est comme un papa qui nous parle, comme ça l'est pour moi. Lequel des deux le prend le plus dur? Je le sais pas dans cette histoire-là. Nous, on n'a pas vraiment le choix, c'est notre réalité. Et puis, c'est pour ça que je dis que les lunettes roses, ça sera pas pour moi. Fait que si ça va bien, tant mieux. Je vais le prendre, ce petit bout-là, puis je vais en profiter le plus possible, tu sais. On a une autre personne qui disait, moi, je me laisse pas aller là-dedans. Je suis proactive. Je m'entoure de ressources, je m'entoure d'amis, je me fouette un peu, on se bouge les fesses. On fait des activités, on a une vie à travers ça, on essaie de pas juste focusser là-dessus. C'est sûr qu'il y a des moments de grande détresse, de pleurs, de sentiments, je reviendrai jamais à bout. Il y a des périodes comme ça, mais on se laisse pas dominer par ça. Je pense que le fait d'aller chercher de l'aide, c'est pour moi ma forme d'antidétresse. Si j'avais pas tout ce que j'ai autour de moi, je serais pas là, c'est certain. Voilà pour un peu nos processus, puis on voulait vous dire un peu les questions que souvent on entend, tu sais, donc à quelle fréquence on relance les membres de l'entourage qui sont pas sûrs de vouloir faire partie de l'équation, puis comment qu'on fait pour les rejoindre quand le proche refuse le contact. Là, Nicole, je voulais te donner le micro en premier.
Wow, c'est une bonne question à 100 piastres, hein, ça? Ben, ça dépend du proche, hein. Il y en a, ça dépend de leurs limites à eux, de leur disponibilité ou quoi. Moi, j'ai toujours été ouverte, mais la barrière la plus importante que j'avais, je pense, dans notre équipe, c'est que mon fils, il était satisfait de l'aide que je lui apportais. Il disait qu'il n'avait pas besoin des autres. On lui a offert le suivi intensif variable. Il disait, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai le MOM. Tu sais, hein, il y a le CIV, il y a ben 3 lettres. Là, il disait, moi, j'ai le MOM. Tu sais. Fait que, finalement, ben, on se retrouvait toujours au même endroit. Mais on avait des gains. Marc a été fidèle à sa médication. Il reçoit 1 fois par mois une injection en plus. Toutes ces choses-là, ça a été aidant à long terme aussi. Les amis, 3 petits points, ben j'ai tout fait pour les éloigner. Hein. Je suis allée chez des méchants pousseurs, leur dire que s'ils continuaient. Alors j'ai joué tous les rôles de protecteur, mais finalement, je sais, il faut que ça passe par lui. Puis pour qu'ils le comprennent vraiment, ben j'ai besoin de professionnels autour qui vont devenir eux aussi dans notre équipe. Et c'est ce dont on vit présentement depuis quelques mois. Puis contrairement à tous les préjugés qu'il y avait, puis tout, ça se passe super bien. Faut faire preuve d'humour, de simplicité, de dire, nommer. Moi, je suis une fille ouverte. Alors, Marc, si ça va pas, il sait qu'il peut m'appeler. Mais il y a dans d'autres familles, ça se passe différemment. Fait que je pense qu'il faut chacun apprendre avec quoi on est confortable, jusqu'où on peut aller. C'est bon. Moi, de mon côté, je voulais vous dire, c'est dur de rejoindre les membres de l'entourage, peut-être aussi par nos structures. Il y a comme toujours cette idée de confidentialité-là, mais des fois, peut-être, est-ce qu'on se cache derrière la confidentialité, dans le sens qu'on peut donner des informations générales aux membres de l'entourage, on peut référer vers des organismes, on peut avoir des intervenants qui peuvent être dédiés aussi aux membres de l'entourage pour pas briser cette alliance-là. Puis, on a entendu beaucoup des intervenants dire, hey, moi, je suis pas sûre de ce que je fais en trouble concomitant, qu'est-ce que tu veux que je dise à une famille qui va bien, puis qui essaie d'intervenir alors que moi, je suis pas sûre. Et l'autre chose, des fois, peut-être que dans l'implantation de nos services, on a une espèce de lunette ben, peut-être que les membres de l'entourage ont besoin de savoir la même chose que moi comme intervenant, donc on va les bourrer d'infos que moi, je l'aurais trouvé utile, mais c'est pas ça nécessairement qu'ils veulent, tu sais, dans leurs besoins. Puis aussi le contraire de dire, ben on donne ça aux gens qui ont les troubles concomitants, on va leur donner la même affaire aux familles, tu sais, mais c'est pas exactement ça qu'ils ont besoin, donc de se concentrer un peu sur ce qu'ils veulent. Puis des fois, on a des politiques aussi de se dire, donc des petites phrases, par exemple, on a juste du pouvoir sur soi. Ben, toutes les approches systémiques, là, ça fait longtemps qu'on le dit que ça marche, que les gens influencent les uns sur les autres. Donc, puis ils viennent beaucoup pour le rôle d'accompagnateur, tu sais, avant celui de client. Donc, si on nourrit pas ça, c'est sûr qu'ils vont considérer que ça rend pas nécessairement service à ce qu'ils veulent. Donc, peut-être de réfléchir un petit peu à la façon qu'on offre les services. Comment on concilie autonomie des proches versus le besoin d'information des membres de l'entourage? Wow. Comment concilier le respect de l'autonomie des proches? Ouais. Bien, être à son écoute. Hein. Moi, je vais répondre à ses besoins, mais je lui fais part des miens. Je lui dis que, Marc, ben, je suis pas éternelle, moi non plus, hein. Personne l'est. Alors, j'ai fait du pouce là-dessus. Ça a généré un peu de détresse en lui. Il disait, mais qu'est-ce que je vais faire quand tu vas mourir? Mais je disais, c'est pour ça, Marc, que je te demande de dire oui aux ressources autour, d'arrêter de tenir la porte fermée, de demander de s'apprivoiser avant que je quitte. On n'attendra pas que je meure. Hein? Dans ce sens-là, ça a été une porte d'entrée. Puis la COVID m'a donné aussi une autre clé. Parce que aller à l'épicerie pour mon fils, ça commençait à être un gros défi, hein? Les masques, les flèches dans les rangées, défense d'aller sur ce bord-là. Puis les madames qui avaient des gros yeux, puis disaient l'autre rangée, tu sais, hein, vous vous rappelez. Alors, devant ça, ben, j'ai offert à Marc de faire son épicerie pour lui, puis qu'il vienne la faire dans mon garage. Alors, mais il y avait une condition, c'est que pour côté son argent, comme il n'administrait pas ça tout à fait à son mieux, là, on commençait à perdre l'équilibre entre ce que je mange puis ce que je consomme. Je lui ai dit, ben moi, Max, je suis prête à t'offrir 20 $ par semaine pour ta consommation, puis tout le reste des sous, si tu es d'accord avec moi, tu vas avoir tout ce que tu souhaites. À partir des boissons énergisantes, là, parce que
Là, on fait le ménage doucement dans ça. Mais au début, là, du jambon, du poulet, tu rêves de ça, tu appelles, puis tu souhaites aller chez McDo, pas de problème. Moi, je dis toujours oui, à moins que c'est pour la consommation. Puis pour la consommation, je lui rappelle c'est quoi notre entente. Hein, Marc, tu étais d'accord? Est-ce que ça va? Bon. Ça nous a permis d'améliorer beaucoup, beaucoup sa qualité de vie, d'offrir des vêtements convenables, des électros convenables, des divans convenables, toutes des choses pour son estime de lui. Tu sais, trotter en vieux bicycle qui a coûté 20 piastres, là, c'est dur sur l'estime de soi. Hein? Marc, il me partageait que les camions ou les véhicules, ils baissaient leur vitre, puis ils disaient « Ôte-toi de dans la rue avec ton maudit vieux bicycle. Hein? » Ça me faisait tellement souffrir, j'étais plus capable de voir des vélos. Alors, maintenant, Marc a un vélo toujours assez neuf, au moins 1000 $ pour son estime. Mon fils, il mesure 6 pieds 4, tu sais, sur un petit bicycle, là, d'enfant ou quoi, c'est pas très chic, hein. Mais là, au moins pour son estime. Alors, tout ça, ça a été des portes d'entrée vers, je me sens mieux, je mérite bien, moi aussi, hein, je mérite le meilleur. Puis, peut-être que les spécialistes, dans ce temps-là, je me fais très humble. Je lui dis, Marc, moi, je suis pas bien bonne pour t'aider pour telle affaire, mais peut-être si tu demandais à ta travailleuse sociale, tu sais, des choses comme ça. Alors, l'équipe est rendue grosse. Puis j'ai Karine dans mon équipe, je vous dirai ça plus tard. C'est bon. Donc, je trouve ça intéressant, autonomie versus besoin d'information, parce qu'on a questionné les personnes qui présentent le trouble concomitant. Si on offre des services à votre membre de l'entourage, sans vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse lire les verbatims, puis à la limite, vous aurez les diapos, mais ils sont tous dans l'ouverture de dire, mais moi, les gens qui m'accompagnent, c'est important qu'ils reçoivent des services, c'est important qu'on leur donne des outils, qu'on les sécurise pour qu'on puisse bien parler de ce qui se passe pour moi, parce que souvent, c'est la seule personne que j'ai. Donc, ma mère, c'est la seule personne à qui je parle. Si je peux pas lui dire ce que je consomme, si je peux pas lui dire ce que je vis, il y a personne qui va être là. Fait qu'au contraire, ça les rassure. Puis ils nous ont dit, écoutez, c'est vraiment plus le fun de leur jaser. Ils sont plus en sécurité, les gens qui sont autour de nous. Et puis, finalement, c'est un plus pour tout le monde. Les membres de l'entourage nous ont aussi dit, c'est vraiment intéressant parce qu'il est curieux. C'est la personne que j'accompagne. T'as-tu eu ton groupe hier? Oui. Vous avez jasé de quoi? Comment c'était que les autres parents? Fait qu'ils nous ont dit qu'ils reçoivent des services, nos membres de l'entourage, ça entrouvre la porte de la discussion, donc quelque chose d'assez intéressant. Je passerai par-dessus ça parce que Michel commence à trépigner. Oui, hein? Souvent, ce que les intervenants vont nous dire, pour leur apprendre à mettre des limites. Je la trouve super intéressante parce que nos résultats préliminaires sur mettre des limites, là, le numéro 22, je confirme que c'est pas le plus important pour les membres de l'entourage. Ils vont nous parler de connaissances, d'avoir une relation qui est positive, de comment être efficace, d'où aller cogner pour les services, comment influencer la motivation, comment mieux communiquer. En fait, mais mettre des limites, c'est pas leur première priorité. Karine, j'aurais le goût de dire que c'est le mot qu'il faut changer. C'est pas mettre mes limites, c'est mettre mes besoins. Tu sais, quand je disais à Marc que j'allais à tel endroit, pourquoi, maman, tu y vas si je suis mal pris puis j'ai besoin de toi, qu'est-ce que je vais faire? Puis je disais, Marc, j'ai ma vie à moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin de voir mes amis, des choses comme ça. Fait que, tu sais, des fois, le mot fait la différence, hein. Mm-hmm. On a développé des programmes, nous, de notre côté, qu'on est en train d'évaluer aussi en implantation, qu'on a vraiment construit à partir des besoins des membres de l'entourage. C'est quelque chose de plutôt apprécié. Nicole, vous pourrez lui jaser à la pause, elle est animatrice aussi de nos programmes. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intervenants puis d'organisations qui ne savent pas nécessairement quoi faire en troubles concomitants, puis comment bien le faire, ou d'avoir des programmes qui sont vraiment construits en fonction des besoins des membres de l'entourage. Et puis, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça leur parle beaucoup quand on parle de leur force, de leur connaissance, de ce qu'ils souhaitent, qu'on est dans l'ouverture de peu importe la famille, vous verrez la décision qui vous ressemble le mieux, peu importe où est-ce que vous en êtes comme membre de l'entourage, choisissez ce qui vous convient le mieux dans les discussions qu'on a, et donc de les outiller, d'être dans l'ouverture, ça leur permet vraiment de faire des différences. Et puis, on vous a mis des différents éléments de code QR. Ça vous tente d'aller voir sur quoi qu'on travaille. On vous a mis aussi des codes QR si vous voulez participer à la recherche. Nous cherchons encore des volontaires qui sont des membres de l'entourage en troubles concomitants. Mais somme toute, nos travaux, ce qu'ils nous mentionnent, c'est que les gens apprécient beaucoup. Toutes les familles en profitent parce que c'est beaucoup des familles. Mais on a quelques amis aussi, puis personnes intéressées. Mais
ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'ils vont pas attraper les mêmes choses. Donc, il y a des gens que c'est plus pour l'équilibre personnel. Il y en a d'autres que ça va être des connaissances. Il y en a d'autres qui vont dire c'est juste plus agréable d'être avec mon proche, puis on chicane moins. Et ça fait toute la différence pour notre famille. Donc, il y a quand même une multitude de cibles peut-être d'intervention à avoir pour mieux accompagner nos membres de l'entourage. Voilà. Merci, Karine. Merci de votre attention. Merci à vous. Lâchez pas l'espoir. Je te remets une question. On avait pas de question. Il y a une remarque qui est sortie qui disait merci pour cette expérience enrichissante. Si je paraphrase. Naturellement, parler de vous. Alors, merci beaucoup. J'aurais une question, à moins que quelqu'un ici dans la salle aurait une question. Oui. Premièrement, félicitations pour votre présentation. Félicitations aussi à Virginie pour l'appui. Mais j'aurais une question à Virginie pour l'appui, et puis une autre question à Nicole. Pour l'appui, est-ce que vous avez dans votre cadre l'appui des pères aidants famille qui sont en ligne? Non, OK. Très bien. Nicole, je suis un peu, comment dire, curieux d'une chose. Oui. Comment dire, le lien du proche, je veux dire, le lien d'une mère envers son fils est très affectif. Très affectif. Exact. Comment est-ce que vous avez vécu, dans le fond, le lien avec un professionnel qui a un regard beaucoup plus rationnel? Je vous dirais que j'ai été peu confrontée à ça, parce que quand tu vas chez le psychiatre, bien souvent, il va recevoir que ton proche. Dans ce sens-là, ça m'est difficile de répondre parce que c'est pas tant ça que j'ai rencontré. Au contraire, je trouvais que lorsque j'étais avec mon fils, je pouvais mieux cerner la question puis lui aider à répondre de façon franche, si on veut. Je me rappelle, à la dernière visite, le psychiatre lui a demandé « Marc, parle-moi, est-ce que tu dors bien? » Puis tout ça, Marc a dit « Oui, tout va bien. » Je dis « Marc, c'est pas hier que tu m'as dit que ça faisait 3 jours que tu dormais pas? » Tu comprends-tu? Dans ce sens-là, j'ai pas senti que je l'avais dérangé ou quoi, mais à la fin de son questionnaire auquel j'ai invité Marc à le répondre de façon conjointe, je l'ai senti plus à la hauteur d'ajuster sa médication s'il y a lieu en rapport avec les réponses qu'on a fait. Est-ce que tu as plus peur? Tu sais, quand Marc il vient à l'épicerie, ben il amène sa bouteille de liqueur, là, son 2 litres, puis il le met dans un sac parce qu'il est convaincu qu'on va aller mettre de la vitre dans ses liqueurs pendant qu'il est absent. Alors, ma présence a permis à Marc de nommer ça au psychiatre, puis le psychiatre, ben, se sent plus à la hauteur de comprendre son client, puis en même temps de lui venir en aide. Mais il y a certaines personnes qui disent « Oh, ben moi, je sais pas comment tu fais. » Même ma propre fille, pour ceux qui ont écouté le documentaire, va dire que je consacre à mon fils mes jours, mes nuits. Ben, mon Dieu Seigneur, on est loin de la réalité, c'est pas ça du tout. Je lui confie mon cœur. S'il a besoin de ma présence ou quoi, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais je suis à l'écoute de mes besoins, puis je suis à l'écoute des siens aussi. Fait que je pense que c'est comme ça que je parviens à... Peut-être que je peux compléter dans le programme que tu co-animes, on travaille beaucoup à comment on peut faire des demandes d'aide gagnantes pour ajouter des intervenants puis tout. Fait que les membres de l'entourage, on les outille sur le style d'intervention aussi en trouble concomitant qui peut exister. Puis Nicole, elle a été hyper habile de rajouter une travailleuse sociale. Elle l'a rencontré en premier, elle a mentionné ce que son fils aimait, ce qui fonctionnait pas. Elle a invité la travailleuse sociale chez elle avec son fils pour le premier contact et c'est comme ça que la greffe a fonctionné. Elle a vraiment super bien travaillé à créer cette alliance-là. Et là, aujourd'hui, ben, ils font équipe, puis la travailleuse sociale a le droit de parler à Nicole, mais elle se concentre à son garçon, puis ils font une équipe du tonnerre, en fait. Ouais. Moi, je lui ai dit à la travailleuse sociale, tu sais, faire l'épicerie pour mon fils, faire les commissions, il n'y a pas de problème. Pourquoi je veux l'aide d'une professionnelle? C'est quelqu'un qui
qui a des stratégies à offrir, qui est capable de l'amener ailleurs. Moi, ces choses-là, tant que je vais être capable, ça me fait plaisir. Je voulais pas me débarrasser de mon fils, mais loin de là. Mais je voulais que à chaque jour, il connaisse qu'est-ce que c'est être heureux, de savoir qu'il peut compter sur plus qu'une personne au lieu de vivre de l'anxiété puis de l'angoisse. Là. Si ma mère a meurt, qu'est-ce qui va arriver de moi? Tu comprends? Dans ce sens-là, je pense qu'on y va chacun avec ce qu'on est puis ce qu'on est capable d'offrir. On se fait confiance, puis faut apprendre à demander de l'aide. Moi, c'était pas à la mode dans mon temps. Hein. Ma mère a dit, arrangez-vous avec vos affaires, dérangez pas les autres. Mais c'est pas le meilleur conseil qu'elle m'a donné.